On a beaucoup parlé de greffe de moelle osseuse dans ce congrès de l'ESID 2024 pour des patients qui présentent un déficit immunitaire. Vous avez été un petit peu le seul à discuter de la transplantation d'organes solides chez ces patients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Effectivement, la transplantation d'organes solides dans le déficit immunitaire, elle est importante parce qu'un déficit immunitaire se complique souvent d'atteinte d'organes et ça peut aller jusqu'à la défaillance d'organes. Donc, un des seuls moyens qu'on a aujourd'hui pour pallier à cela, c'est de réaliser une transplantation d'organes solides. Concernant les différentes transplantations qui sont faites, dans la littérature, on retrouve majoritairement des transplantations hépatiques. Ces transplantations hépatiques, ça représente à peu près la moitié des patients qui ont été retrouvés dans la littérature, soit environ 200 cas. Cette atteinte hépatique, elle est essentiellement due dans le DICV concernant l'hyperplasie nodulaire régénérative et pour ce qui est du syndrome hyper-IgM avec des atteintes de type cholangite sclérosante et plus ou moins associées à de la cryptosporidiose. Ensuite, on retrouve des transplantations rénales et enfin des transplantations pulmonaires. Nous avons réalisé une cohorte rétrospective française de 1988 à 2022. À partir du registre du CEREDI et différents centres français, on a pu recueillir donc 64 patients. Et là, l'épidémiologie, elle varie un petit peu par rapport à ce qu'on retrouve dans la littérature, avec notamment plus de transplantations de reins, qui correspondent environ à 40% des patients, et 25% chacune de transplantations hépatiques et pulmonaires. Cette différence avec la littérature, elle est peut-être liée au mode de recrutement, avec des centres qui sont assez spécialisés, donc peut-être un peu moins de déficits immunitaires communs variables, et des déficits immunitaires combinés ou combinés sévères, de manière un peu plus fréquente par rapport à ce qu'on peut voir dans la littérature. Quelle est la morbimortalité à peu près d'une telle procédure chez des patients qu'on sait déjà immunodéprimés? Ça, c'était un peu le sujet de notre étude, c'était d'observer la survie à court, moyen et long terme, donc à 1, 5 et 10 ans. La survie à 1 an, tout déficit immunitaire confondu, dans notre étude, était de 85% à 1 an, de 65% à 5 ans et de 55% à 10 ans. Tout cela va varier aussi en fonction du type d'organe qui a été transplanté. Le rein aura une meilleure survie que le foie et le poumon. En tout cas, cette différence, elle est significative par rapport au poumon. Et aussi, il y aura une différence de mortalité en fonction de si il y a eu une transplantation de moelle associée ou non. Pour ce qui est de la morbidité, des complications, on retrouve principalement des infections. 90% des patients vont avoir des infections et 60% d'entre eux vont avoir des infections opportunistes. Et c'est là où ça grève la morbimortalité. Il y a d'autres complications. Finalement, on a peu de rejets de greffe, on a peu de maladies auto-immunes associées, mais on va quand même avoir des cancers. Et on se rend compte que donc la morbimortalité de cette pathologie, elle est liée notamment à l'immunosuppression. Pour pouvoir prendre en charge au mieux ces patients, on va devoir faire probablement un diagnostic plus précoce et peut-être aller jusqu'à la transplantation de cellules souches hématopoïétiques en amont, avant que la dysfonction arrive, avoir des thérapeutiques immunosuppressives qui soient moins importantes, soit des monothérapies, soit même l'arrêt complet d'immunosuppresseurs dans certains cas. Des prophylaxies anti-infectieuses qui vont être renforcées, des protocoles qui restent bien sûr à définir, et des traitements qui seraient peut-être plus physiopathologiques liés au déficit immunitaire pourraient aussi améliorer la survie et diminuer la morbidité chez ces patients. Justement, vous avez parlé de greffe de moelle osseuse. Dans votre cohorte, quelle est la proportion de patients qui ont été greffés de moelle avant la transplantation d'organes solides et ceux qui ont été greffés après? Et finalement, d'après votre expérience, quelle serait la meilleure procédure à adapter? Nous, dans notre cohorte, on avait environ un tiers des patients qui ont été transplantés de moelle de manière associée à cette transplantation d'organes. Il y a des patients qui vont bénéficier d'abord d'une transplantation de moelle puis d'une transplantation d'organes. Et là, la transplantation d'organes, elle est en général réalisée parce qu'il y a eu une dysfonction d'organes liée aux complications de la transplantation de moelle, comme la GVH par exemple. Lorsqu'on réalise une transplantation d'organes avant
la transplantation de moelle, on répond à une autre question, c'est de pallier la dysfonction d'organes avant de réaliser la transplantation de moelle, car sinon on n'aurait pas pu la faire, et ainsi de guérir le déficit immunitaire. Donc ce n'est pas tout à fait la même question, et donc ce n'est pas forcément tout à fait les mêmes patients. Pour ce qui est de la survie de ces patients à court terme par rapport à des patients qui n'ont pas eu de transplantation de moelle, elle est diminuée. Mais à moyen et long terme, les courbes ont tendance à se rejoindre avec des patients qui n'ont pas eu de transplantation de moelle. S'il y a des décès, en général, ils surviennent dans les 2 premières années après la transplantation d'organes, donc de manière très précoce.